Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Business 24 pour vous informer. Voici le sommaire de ce journal. À la une de cette édition, la remise des prix du concours national des productions médiatiques sur la tuberculose en lien avec la promotion des droits humains a eu lieu le week-end dernier. Le super prix de ce concours est reparti avec la somme de 1 million de francs CFA. On parlera également du comité intersyndical des jeunes de Côte d'Ivoire qui a présenté récemment les résultats de sa campagne nationale de sensibilisation en rapport avec les effets croissants du changement climatique sur la filière cacao menée dans plusieurs zones de production. Et 7 experts de haut niveau se sont réunis lors d'un atelier ce 6 juillet à Cotonou en vue de mener des réflexions pour une assurance capable de protéger les agriculteurs face aux aléas climatiques tout en garantissant la sécurité alimentaire de l'Afrique. On ouvre ce journal avec une page santé. L'ONG Alliance Côte d'Ivoire, en collaboration avec le Programme national de lutte contre la tuberculose, ont organisé dans la nuit du vendredi 3 juillet 2026 la remise des prix du concours national des productions médiatiques sur la tuberculose en lien avec la promotion des droits humains. Objectif, sensibiliser les populations, les encourager au dépistage précoce et à la promotion de l'observance thérapeutique et des droits des personnes touchés par cette pandémie. Sachez que le super prix de ce concours est reparti avec la somme de 1 million de francs CFA. Alan Itoua et Christian Gueye y étaient présents. L'excellence et le renforcement des compétences étaient à l'honneur lors de la cérémonie de remise de certificat de la promotion 2026 de l'école de la fiscalité. Professionnels, étudiants, chefs d'entreprise, partenaires institutionnels et invités de marque ont pris part à cette soirée de gala marquant l'aboutissement de 3 mois de formation intensive. Ils sont prêts, non, ils sont prêts parce qu'ils ont reçu aussi leurs examens. À l'école de la fiscalité, ce n'est pas de l'amusement. Il y a aussi des examens, il y a des contrôles continus et il y a aussi des interrogations surprises en ligne, en présentiel ou quoi que ce soit. Ils ont réussi. Ceux qui n'ont pas réussi se sont rattrapés, ils ont réussi encore. Et aujourd'hui, ovationnez-vous encore parce que... Les récipiendaires ont ensuite reçu leur certificat récompensant les efforts consentis tout au long de leur parcours. Le diplôme représente beaucoup pour moi parce qu'à travers cette formation, j'ai beaucoup appris. Ça va beaucoup m'aider dans ma carrière professionnelle. Cette cérémonie a également été marquée par des distinctions honorifiques et des témoignages mettant en avant l'importance de la formation continue dans le développement des compétences. C'est d'abord un plaisir pour moi, un grand honneur de participer à cette cérémonie en tant que parrain, motiver les plus jeunes à entreprendre. À travers cette cérémonie, l'école de fiscalité réaffirme son engagement à promouvoir l'excellence et à former des professionnels capables de relever les défis de la fiscalité moderne. En agriculture, face aux effets croissants du changement climatique sur la filière cacao, le comité intersyndical des jeunes de Côte d'Ivoire a présenté le mardi 30 juin 2026 à Abidjan les résultats de sa campagne nationale de sensibilisation menée dans plusieurs zones de production. Une initiative soutenue par l'OIT qui met en lumière les défis des jeunes producteurs, mais aussi leurs attentes en matière de travail décent et de protection sociale. Le reportage est commenté par Konena Nourgo. Pendant plusieurs mois, les équipes du comité intersyndical des jeunes de Côte d'Ivoire ont parcouru 15 localités et travaillé avec 9 coopératives agricoles. Plus de 8000 personnes ont été sensibilisées sur les impacts du changement climatique, sur l'emploi et les conditions de vie des jeunes du secteur du cacao. Les enquêtes révèlent que 73% des producteurs souhaitent adhérer à une organisation syndicale, tandis que 89% soutiennent la mise en place d'une convention collective pour améliorer leurs conditions de travail. Au cours de cette campagne, il faut le dire, nous avons d'abord touché du doigt les réalités des travailleurs du monde agricole, principalement les jeunes, qui se retrouvent malheureusement dans une certaine précarité. Et donc nous avons pu sensibiliser et informer ces travailleurs sur, comme je l'ai dit, la question du changement climatique, les risques auxquels leurs plantations sont exposées au regard
des fortes pluies ou du fort soleil que nous avons dans nos plantations, mais aussi leur communiquer les bonnes pratiques. Donc à travers ces formations, les bonnes pratiques notamment liées à l'agroforesterie pour leur permettre de garantir la pérennité de leur production. En tant que leader du premier plan de l'intersyndical, mais nous avons encouragé cet intersyndical-là et nous continuons de l'encourager. Les résultats montrent également une meilleure compréhension des enjeux climatiques grâce aux séances de terrain, aux émissions radiophoniques et aux actions de communication menées en plusieurs langues locales. On reste dans la même veine pour parler de la sécurité des agriculteurs. Comment bâtir une assurance capable de protéger les agriculteurs face aux aléas climatiques tout en garantissant la sécurité alimentaire de l'Afrique? C'est la réflexion qui a réuni 7 experts de haut niveau lors d'un atelier de plus de 3 heures aux États généraux de l'assurance pour tous, ouvert à Cotonou ce 6 juillet 2026. Les échanges ont mis en lumière au cours de cet atelier les clés d'un modèle adapté aux réalités africaines. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Mondésir Nascimento et Marie Seri. L'assurance agricole ne peut être considérée comme un produit d'assurance ordinaire. Au-delà de la couverture des risques, elle constitue un levier stratégique pour garantir la sécurité alimentaire et renforcer la résilience des producteurs africains face au dérèglement climatique. C'est autour de cette conviction que 7 experts de l'assurance, de la réassurance et de l'innovation technologique ont confronté leurs expériences durant plus de 3 heures d'échange. Au cœur des discussions, une même exigence, concevoir des solutions inclusives, simples et adaptées aux réalités de chaque pays. Il faut suivre l'évolution des risques climatiques. Donc tout ça, il faut en tenir compte. Il faut proposer des produits qui répondent aux besoins réels des agriculteurs. Les besoins ils diffèrent d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, selon les cultures. Donc on a des expériences internationales qui sont là, mais il ne faut pas les copier. Parmi les intervenants, Mohamedou Moustapha Fall, directeur général de la CNAS du Sénégal. Il a partagé les facteurs qui ont permis au Sénégal de faire de l'assurance agricole un outil efficace d'accompagnement des producteurs. La conception de produits pour ces gens qui sont exclus des systèmes d'assurance. Il faut produire des produits pour eux. C'est un premier levier. Et pour ça, il faut de l'expertise. Donc nous avons recruté des agronomes, par exemple, que nous avons formés en assurance, que nous avons capacité et qui sont allés rencontrer les producteurs pour le concevoir. Un deuxième levier, c'est par exemple la digitalisation. Effectivement, en finançant l'agriculture, on s'expose à des non-remboursements, à des créances douteuses. Et donc, c'est légitime pour les banques, les institutions de microfinance et les investisseurs de manière générale d'être réticents à financer l'activité agricole. Mais ça supposerait aussi que les assureurs ne jouent pas réellement leur rôle en tant que spécialistes des risques. C'est là où effectivement nous nous sommes retrouvés ici pour réfléchir aux mécanismes, aux modèles qui nous permettraient de proposer des produits innovants. Assureurs, réassureurs, partenaires techniques et financiers, ainsi que les acteurs de la technologie doivent désormais conjuguer leurs efforts pour bâtir une assurance agricole et climatique véritablement inclusive, capable de protéger durablement les producteurs et de contribuer à la souveraineté alimentaire du continent. On reste à Cotonou pour parler des États généraux de la FANAF qui poursuivent leur quête d'une assurance plus accessible aux populations. Entre autres échanges de la deuxième journée, un thème intrinsèquement lié au digital, à savoir innover pour inclure, tirer parti de la révolution technologique. Les experts ont exploré le potentiel du numérique pour créer des produits d'assurance simples, abordables et adaptés au niveau d'utilisation technologique des populations africaines. Le reportage de nos envoyés spéciaux. Créer une assurance minimale accessible au plus grand nombre grâce aux nouvelles technologies et au mobile money. C'est l'ambition affichée lors de l'atelier consacré au thème « Innover pour inclure, tirer parti de l'évolution technologique » organisé par la FANAF. Animé entre autres par l'Azasi Technologies, le groupement technologique de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, les échanges ont réuni experts, assureurs et acteurs de l'écosystème numérique autour d'un même objectif, faire du digital un véritable levier d'inclusion assurantielle. Application mobile simplifiée, intelligence artificielle pour la gestion des sinistres, plateforme numérique et paiement via mobile money, les innovations présentées ouvrent la voie à une réduction significative des coûts de gestion. Nous avons juste exploré quelques possibilités offertes par la technologie
aujourd'hui, que ce soit l'intelligence artificielle, les objets connectés, la data analytics, et puis tout ce qui peut être de l'innovation réglementaire et ce qui peut être aussi utilisé pour tout ce qui est données satellitaires, la télédétection, pour parler un tout petit peu de l'assurance embarquée. Et donc c'est un sujet pertinent, un sujet d'actualité. Donc l'idée étant qu'il y a beaucoup d'assurés ou beaucoup de personnes qui sont laissées de côté quant à l'offre d'assurance. Donc l'idée c'est de trouver une solution, je vais dire à l'échelle du marché, à l'échelle de la FANAF, pour pouvoir prendre en compte ces personnes-là, délaissées, je vais dire les embarquer dans le processus et leur proposer des offres accessibles, innovantes et à faible coût. Au-delà des innovations, les panélistes ont insisté sur la nécessité d'un engagement fort des pouvoirs publics. Ils appellent à une implication accrue des régulateurs, à une législation simplifiée mais adaptée aux nouveaux usages, ainsi qu'à un cadre réglementaire favorable à l'essor de cette assurance nouvelle génération. Comment rendre l'assurance accessible aux populations vivant dans les zones les plus reculées? La réponse passe par une nouvelle approche fondée sur des partenariats stratégiques et une mobilisation de tous les acteurs. Aux États généraux de la FANAF à Cotonou, cette vision a nourri les échanges d'un atelier consacré aux solutions innovantes pour atteindre le dernier kilomètre. Toujours avec Mondesi Nascimento et Marie Seri, nos envoyés spéciaux. Repenser les modèles d'hier pour bâtir l'assurance de demain. Les États généraux de l'assurance pour tous continuent de se consacrer à la recherche de solutions capables d'étendre la couverture assurantielle aux populations les plus éloignées des centres urbains. Face à un constat sans détour, celui des limites des approches appliquées depuis plusieurs décennies, les participants ont plaidé pour un changement de paradigme. Pour les panélistes, Dochamuka Djogwe Magloire de la NCA Assurance Côte d'Ivoire, Vance Kwasi Abissa, directeur général, AFG Assurance Madagascar, il s'agit de mettre en place un nouvel écosystème dynamique capable de rapprocher durablement l'assurance des millions de personnes qui en sont encore exclues. L'idée, c'est de créer un écosystème nouveau, de se parler avec un rôle de coordination donc, que va jouer l'État pour organiser tout ça, mais que chacun doit pouvoir prendre sa responsabilité. Les assureurs doivent prendre leur responsabilité, les populations. Donc c'est vraiment l'idée ici, c'est de dire on veut atteindre le dernier kilomètre, mais ce dernier kilomètre-là, on ne va pas pouvoir l'atteindre si on ne met pas tout le monde autour de la table pour redéfinir le rôle de chacun. C'est effectivement l'importance du leadership des États, parce qu'il faut que ce soit porté à un haut niveau pour qu'on parle d'inclusion dans le domaine des assurances. La deuxième des choses, c'est de ne pas travailler chacun dans son couloir, mais de travailler, de penser écosystème, de penser marché écosystème et essayer de voir comment on peut faire une interopérabilité entre les acteurs pour que justement l'assurance soit diffusée et qu'on ait beaucoup plus d'impact. Atteindre le dernier kilomètre ne sera possible que si chaque acteur assume pleinement sa responsabilité dans une stratégie commune avec des objectifs clairement définis et des résultats mesurables. Le mobile money contribuera juste à la distribution. Le rôle du courtier qui consiste à faire du conseil, à assister, à être présent quand la réalisation du risque pour lequel le contribuable s'assure se réalise, ce rôle-là demeure et ne peut être remplacé. Cette vision collective pourra donc elle aussi contribuer à une assurance plus inclusive, plus proche des réalités des populations et résolument tournée vers l'avenir. Direction cette fois à Dakar au Sénégal où s'est récemment tenue la 44 AG de la SICARE, une AG couplée d'un séminaire de formation sur l'assurance vie et non-vie. Retour sur les temps forts. SICARE ne laisse pas ses partenaires à eux-mêmes. Elle les conseille, les assiste à travers des sessions de formation. Pour cette année, 2 thèmes ont particulièrement retenu notre attention, à savoir pour l'assurance vie, la gestion technique d'un portefeuille vie, et pour le séminaire non-vie, la gestion technique du sinistre IAD et son application en réassurance. Cerise sur le gâteau, puisque grâce à sa politique d'assistance de ses partenaires,
Voici le résultat. Sicaré est leader du marché de la réassurance vie en zone ciment. Le thème du séminaire vie est la gestion technique d'un portefeuille vie. Pourquoi ce thème? Renforcer les capacités, non seulement des souscripteurs qui sont au niveau des compagnies d'assurance, pour les permettre de faire une bonne sélection, une bonne tarification des risques que nous prenons. Et ensuite, nous allons renforcer également les capacités des médecins conseils qui interviennent dans le processus de souscription. Par ailleurs, le séminaire non-vie a pour thème la gestion technique des sinistres IARD et son application en réassurance. Le formateur justifie le choix de ce thème. C'est un thème majeur parce que aujourd'hui, la gestion des sinistres devient une problématique très majeure dans notre marché. Donc c'est pour cela que nous voulons discuter avec les cédantes et échanger avec les cédantes, leur apprendre un peu comment est-ce qu'on gère les sinistres et puis ensuite comment ça s'applique en réassurance qu'on appelle en réassurance pour le cas de la Sicaré. Pendant 5 jours d'affilée, les participants apprendront beaucoup de ces deux thèmes. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF et l'opérateur d'infrastructures de télécommunications IHS Côte d'Ivoire ont renouvelé récemment à Abidjan leur partenariat visant à appuyer la digitalisation des centres sociaux et à renforcer l'enregistrement des naissances en Côte d'Ivoire. Ce partenariat stratégique vise à donner à un certain nombre d'enfants nés en Côte d'Ivoire un droit légal d'existence. Compte rendu de la cérémonie de renouvellement de partenariat entre l'UNICEF et IHS qui s'est tenue devant des représentants du gouvernement ivoirien et notre reporter Philippe Zabo. Apporter un appui à la digitalisation des centres sociaux pour mieux renforcer l'enregistrement des naissances en Côte d'Ivoire. C'est tout le sens du partenariat qui vient d'être renouvelé entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, et IHS Côte d'Ivoire. Une collaboration qui vise à garantir et à renforcer le droit à l'identité des enfants en Côte d'Ivoire. Selon le représentant résident de l'UNICEF, un enfant sur 3 n'a toujours pas de papier à la naissance en Côte d'Ivoire. Il y a un peu plus d'1 an, ici dans les locaux de l'UNICEF, nous avions signé un partenariat avec la directrice générale de IHS, Madame Fatim Sissé Kouadio, pour soutenir des initiatives qui impacteraient positivement sur la vie des enfants dans le domaine de la digitalisation, mais également dans le domaine de l'enregistrement des naissances. 1 an après, le bilan est très positif. C'est un partenariat novateur parce que c'est un partenariat entre une structure des Nations Unies et une structure privée. Le secteur privé a une place à près de 70% du financement du programme national de développement qui s'étend jusqu'en 2030. Cela veut dire qu'il y a d'autres alliances qui vont se mettre en place. C'est une manière pour nous de mettre en œuvre l'un de nos piliers essentiels qui est la responsabilité sociale d'entreprise quand nous sommes dans un endroit et nous avons vu en l'UNICEF le partenaire idéal. Un panel de haut niveau a clos la cérémonie de reconduction du partenariat UNICEF-IHS. Il avait pour thème le secteur privé, partenaire stratégique vers une identité légale, universelle et des services sociaux modernisés. On parle toujours droits de l'homme. L'Alliance Association pour la lutte contre la traite des personnes et la promotion d'une immigration sûre et régulière a procédé à la signature d'une charte ce vendredi 26 juin 2026 au siège de la centrale syndicale Humanisme située dans la commune d'Adjamé. Cette signature de l'Alliance composée de 5 organisations de la société civile du Maroc et 5 organisations de la société civile ivoirienne dont le FNDP et ses partenaires visent à fédérer leurs efforts et accroître les efforts dans le processus de la lutte contre la traite des personnes et promouvoir une immigration sûre et régulière. Le reportage de Michel Brou et Ismaël Doza. Fédérer les efforts des 2 pays membres de l'Alliance Association pour la lutte contre la traite des personnes et la promotion d'une immigration sûre et régulière est le sens donné à cette signature de charte. Cet événement a rassemblé 5 organisations de la société civile du Maroc, 5 de la Côte d'Ivoire, dont le Forum national pour le développement
et la paix et ses partenaires afin d'unir leurs forces et atteindre un objectif commun. Nous sommes très heureux et heureuses d'être parmi vous aujourd'hui et de concrétiser aujourd'hui même une alliance par une charte. C'est le début d'un travail avec une vision très claire sur la thématique de la migration et de la traite. Nos associations au Maroc, avec les associations qui sont en Côte d'Ivoire, et en présence ou bien en collaboration aussi avec les institutions intervenant sur la thématique de la migration et de la traite, sont conscients du danger de ce crime-là qui dépasse les frontières parfois et qui nous oblige à être ensemble, solidaires, main dans la main pour éradiquer ce crime qui est très dangereux, qui enlève la dignité des personnes. Cette charte que nous venons de signer est le témoignage de l'engagement de ces 10 associations. Engagement pour faire un plaidoyer à l'endroit des décideurs, à l'endroit des législateurs des différents pays et aussi à l'endroit de l'appareil judiciaire et des autorités de sécurité. Cette charte est le fruit d'une collaboration réussie entre ces organisations dans la mise en œuvre d'une approche collective et intégrée pour lutter efficacement contre la traite des personnes où chaque individu peut migrer en toute sécurité. Poursuivons avec cette information. Le ministère du portefeuille de l'État et des entreprises publiques poursuit son engagement en faveur de la modernisation de l'administration publique. En collaboration avec l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, il a procédé au lancement de la 2e session du programme de renforcement de la gouvernance et de la gestion des établissements publics nationaux. Présidée par le professeur Mariatou Koné, cette initiative entend doter les dirigeants des EPN de compétences accrues en matière de gouvernance, de performance et de redevabilité afin de faire de ces structures de véritables leviers du développement national. Le reportage de Fulgence Canon et Nicolas Angwa. Placés sous le thème gouvernance, performance et redevabilité, les EPN au service du développement national, cette rencontre a réuni les présidents de conseils de gestion, les administrateurs ainsi que les directeurs généraux des établissements publics nationaux. Cette 2e édition vise à renforcer la capacité des dirigeants des EPN afin de leur permettre d'exercer efficacement leur mission de pilotage stratégique, de gestion et de contrôle institutionnel dans le respect des principes de bonne gouvernance. À l'issue des échanges, des recommandations ont été recueillies et appelaient à maintenir la formation tout en approfondissant les thématiques dans un format plus long. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à la 2e édition pour répondre aux dites recommandations. 200 dirigeants sont attendus. Le signal est fort. Pour le ministère du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, les EPN constituent un maillon essentiel de l'action publique. Plus de 120 établissements publics nationaux interviennent aujourd'hui dans les secteurs clés tels que la santé, l'éducation, la formation, avec un budget total estimé à plus de 770 milliards de francs CFA, soit près de 4,6% du budget national. J'attends de vous la performance dans l'exécution de vos missions, la transparence dans la gestion des deniers publics, l'objectivité dans chacune de vos décisions. Ce sont les valeurs que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, ne cesse de réaffirmer. Lorsque les EPN performent, la Côte d'Ivoire avance. Cette initiative s'inscrit dans la vision du gouvernement ivoirien qui entend faire des établissements publics nationaux des institutions modernes, performantes et davantage orientées vers les résultats au service du développement humain durable et du bien-être des populations.
Après 2 jours d'intense réflexion, le symposium international de lancement de l'Union nationale des organisations fêtières des personnes handicapées de Côte d'Ivoire a refermé ses portes ce vendredi à l'auditorium de la CNPS. Placée sous le signe de l'inclusion et du leadership, cette rencontre a réuni plusieurs personnalités venues de la sous-région. Un symposium qui a permis à l'UNOPHC d'appeler les dirigeants à renforcer davantage la prise en compte des 4,7 millions de personnes handicapées dans le développement et la gouvernance du pays. Le reportage est signé Konena Nourgo et Ezekiel Seri. À la clôture du symposium de lancement de l'Union nationale des organisations fêtières des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, le vendredi 3 juillet 2026 à Abidjan, le président du conseil d'administration de l'organisation a lancé un appel en faveur d'une participation plus active des personnes handicapées aux instances de décision et à la gouvernance nationale. Qu'est-ce que l'inclusion? L'inclusion, c'est simplement de pouvoir tenir compte des personnes handicapées dans les actions et actes ordinaires que nous faisons. Voilà, par exemple, en matière d'éducation, il y a l'école ivoirienne pour les sourds, mais qui est une école spécialisée, niante que ceux qui sont sourds. Voilà. Par contre, un lycée ordinaire prend tout le monde et on considère que ce lycée ordinaire-là prend également des personnes, des élèves handicapés. Donc, par l'inclusion, il faut outiller ce lycée ordinaire-là de manière à ce qu'il puisse prendre en compte les personnes handicapées. Alors, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas un lycée spécialisé, c'est un lycée ordinaire. Donc, et ça s'applique à tous les niveaux de la vie. Occasion pour Dogo Raphaël de rappeler les chantiers urgents de l'UNOPHC. C'est-à-dire que très rapidement, nous voulons qu'on puisse lancer un recensement spécifique aux personnes handicapées, pour que nous puissions avoir une base de données nationale sur les personnes handicapées et au bout du processus, délivrer des cartes mobilité inclusion, qui sont en fait des cartes d'invalidité. Des cartes qui devront permettre par exemple à quelqu'un qui en est détentrice de pouvoir avoir accès au bus, de pouvoir avoir des avantages liés à cette carte-là. En effet, la problématique de l'inclusion des personnes handicapées est une affaire de tous. Je puis vous donner l'assurance que l'État ivoirien demeure et demeurera toujours à vos côtés. Avec près de 4,7 millions de personnes concernées en Côte d'Ivoire, l'UNOPHC plaide pour que l'inclusion devienne une responsabilité partagée par l'ensemble de la société. On poursuit en religion. Après plusieurs jours de communion, de prière et d'édification spirituelle, la retraite internationale des femmes de Sion a refermé ses portes le dimanche 28 juin à la Fondation évangélique Victoire. Une cérémonie de clôture marquée par un puissant message d'espérance et des actions de solidarité. Plus de précisions dans ce reportage de Valentin Kra, commenté par Pierre Tebeu. Les voix s'élèvent, les mains se lèvent vers le ciel. À la Fondation évangélique Victoire, les participantes rendent grâce à Dieu pour l'aboutissement de cette retraite internationale des femmes de Sion. Moment fort de cette cérémonie, la prédication de la prophétesse Anne-Marie Cougnon, invitée spéciale et oratrice principale. Dans un message centré sur la foi, la persévérance et l'engagement chrétien, elle exhorte les femmes à demeurer fermes dans leur marche avec Dieu et à être des instruments de paix, d'amour et de transformation au sein de leur famille et de leur communauté. Les femmes sont venues nombreuses. Beaucoup ont reçu leur part. Celles qui n'étaient pas motivées, elles étaient dans l'assoupissement total. Mais avec cette rencontre, je crois qu'elles partent renouvelées. Ce matin, mon cœur est dans la joie parce que Dieu a travaillé avec les PCO et nous avons vu la gloire de Dieu. Elles n'ont pas cherché autre chose que l'aide du Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, il y a eu un succès énorme.
Au-delà de l'enseignement biblique, cette clôture a également été marquée par des remises de dons. Un geste de solidarité et de compassion qui traduit les valeurs de partage et d'entraide portées par les femmes de Sion. Le thème de cette retraite, c'était la femme de distinction. Et Dieu a permis que ces femmes ordinaires qui se sont déplacées de chez elles, qui sont quittées dans leur maison, dans leur ville, et qui sont arrivées à cette retraite, retournent chez elles, étant transformées en femmes de distinction. Cette retraite internationale s'achève ainsi dans une atmosphère de joie, de reconnaissance et de renouvellement spirituel. Intéressons-nous à la littérature. 30 années d'engagement au service de l'innovation industrielle, Nicodème Ouattara a procédé ce samedi 27 juin 2026 à la dédicace de son ouvrage 30 ans au service de la transformation digitale de l'industrie ivoirienne à l'hôtel Azalaï de Marcory. Un livre qui retrace son parcours d'expert des systèmes automatisés Siemens. Généreuse Akwadio et Wilfried. Un livre, une carrière, un héritage. 30 ans au service de la transformation digitale de l'industrie ivoirienne. C'est le récit d'un parcours professionnel de 149 pages que présente Nicodème Ouattara devant un parterre de personnalités, d'anciens collaborateurs et de partenaires ce samedi 27 juin 2026 à Azalaï Hôtel de Marcory. Coach, formateur et expert des systèmes automatisés Siemens, il y retrace 30 années d'engagement au service de l'industrie ivoirienne. Quoi qu'on dise, pour certains, ils ont peur que l'intelligence artificielle ou bien l'industrie 4.0 viendrait pour supprimer des métiers. Non, plutôt, c'est des métiers à valeur ajoutée. C'est des métiers qui vont demander de nouvelles compétences. Et il faut simplement acquérir ces compétences. Donc, pour les étudiants, pour ceux qui sortent des écoles, c'est de comprendre qu'il faut rapidement développer ces compétences avec ces nouveaux outils-là. Et pour les décideurs, c'est de créer, l'infrastructure qu'il faut, l'écosystème normal qu'il faut depuis les écoles, revoir les programmes, mettre en place des colloques pour qu'on puisse réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut mettre dans le programme, comment est-ce que les PME peuvent être accompagnés pour que cette transformation digitale puisse se faire. Au-delà de l'expert, c'est surtout l'homme qui a été célébré. Anciens collaborateurs, partenaires, ainsi que sa famille ont salué son professionnalisme, son amour du travail, sa foi en Dieu, sa résilience, son humilité et surtout son sens de la transmission. 30 années d'immersion dans la transformation digitale industrielle de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un livre de théorie, c'est un livre de terrain, écrit par un homme qui a construit, déployé et piloté des systèmes industriels numériques dans notre pays. Oui, nous sommes partenaires sur l'événement. Nous avons décidé d'accompagner le soir en hôtel. Pour nous, être coach est tellement fort pour nous accompagner dans nos carrières professionnelles. Continuer aujourd'hui de nous accompagner dans notre entreprise en tant qu'entrepreneur, en tant que coach de la transformation digitale. Car nous espérons dans cette transformation digitale 4.0, en construisant les usines 4.0 pour les nationaux ou les internationaux. Nous gérons notre bien qui nous accompagne dans cette transformation digitale. Si je devais décrire le soir, je dirais que c'est quelqu'un de très humain. Il a gardé le pouvoir de nous glisser. Et quand on veut que c'est quelqu'un de très intègre, et il y a ensemble, je dirais que le coach, à travers cet ouvrage, Nicodème Ouattara laisse un héritage d'expérience et de connaissances avec l'ambition d'inspirer les acteurs d'aujourd'hui et les bâtisseurs de l'industrie de demain. Rendons-nous à Issia. Face aux difficultés persistantes dans la filière café-cacao, les producteurs montent au créneau. Réunis à Tapeguia, dans le département d'Issia, ils ont chargé la Ligue ivoirienne des organisations professionnelles agricoles de porter leurs revendications auprès des autorités. Suivons. Le ras-bol des producteurs de cacao s'est exprimé à Tapeguia, dans le département d'Issia. Venus de plusieurs régions du pays, producteurs, responsables de coopératives et chefs traditionnels ont échangé sur les difficultés qui fragilisent la filière. Les producteurs m'ont donné mandat d'aller rencontrer, de prendre une audience avec le directeur général du Conseil Café Cacao à l'effet de lui expliquer les difficultés qu'ils vivent dans les villages et hameaux.
voici ce qui nous fait courir. Et également, nous avons décidé vraiment de lancer des projets phares de la Lidopa. Notamment, nous voulons créer une banque, AgriBank, qui sera la banque des producteurs. Et nous avons besoin de 2000 producteurs souscripteurs d'un montant de 120 000 francs les 2 ans. Parmi les attentes exprimées, figure également le respect du prix Borchamp fixé par l'État, une revendication portée par les producteurs qui réclament le paiement intégral de leur cacao. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de voir la manière qui va pouvoir aider les producteurs. Parce que nous sommes toujours dans les mêmes difficultés. Les coopératives qui achètent le produit à 2800, mais nous, producteurs, nous n'arrivons pas à recevoir cet argent. Nous demandons à l'État de faire l'effort pour décharger le produit et pour faire l'effort pour satisfaire les planteurs et les producteurs de Côte d'Ivoire. Il nous a égrené beaucoup de projets concernant la Lidopa. Ce qu'il voulait faire pour les planteurs, ce qu'il voulait faire pour les planteurs de cacao, de VA et de palmiers. Le président de la Lidopa a profité de cette rencontre pour annoncer 2 projets destinés à améliorer les conditions de vie des agriculteurs. Les participants ont enfin salué le décaissement par le gouvernement de 291 milliards de francs CFA. C'est sur cette information régionale que nous refermons ce journal et que j'ai pris plaisir à vous présenter. Merci à tous de nous avoir suivis. À la réalisation, Anna C. Florent. Très bonne suite de programmes sur Business 24, la télé utile.